Attention, petit disclaimer juste pour vous dire que cette série n'est pas forcément adaptée aux personnes les plus sensibles, donc restez vigilants. Et d'ailleurs en parlant de vigilance, restez bien connectés sur la fin de la vidéo parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous me demandez depuis très longtemps. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la surprise à la fin. Séoul, autrefois une métropole vibrante et pleine de vie, n'était plus qu'un amas de ruines. Les gratte-ciel autrefois fiers s'étaient effondrés, leur silhouette réduite à de simples carcasses d'acier tordues, et le tout recouvert de cendres. L'air était lourd, chargé de poussière et d'une odeur de mort omniprésente. Partout on posait les yeux, des cadavres jonchaient les sols, témoins silencieux d'une bataille qui n'avait laissé aucun vainqueur. Au milieu de ce chaos, un homme se tenait debout, son corps recouvert de sang. Son visage, marqué par des années de combat, n'exprimait plus rien, sinon une lassitude infinie. Lui qui, autrefois, avait été le protecteur de l'humanité, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Son esprit errait dans les souvenirs d'un temps où il brandissait sa hache avec une force inouïe, fendant ses ennemis en deux sans la moindre hésitation. C'était lui, le premier à avoir prévu l'apocalypse, le premier à s'être préparé. Mais à présent, tout ce qui lui restait était une mort insignifiante dans un monde devenu poubelle. Ailleurs, dans des bureaux souterrains, ceux qui avaient survécu essayaient désespérément de s'organiser, tels des soldats se préparant pour une dernière offensive. Mais dehors, c'était une toute autre histoire. Les parkings isolés étaient devenus des champs de bataille où le mot pitié avait perdu tout son sens. Pour survivre un jour de plus, les hommes étaient prêts à tout, même à trahir ce qu'ils avaient de plus cher, leur humanité. Les toits des immeubles étaient devenus le terrain de chasse des snipers qui tiraient sans aucun remords sur les rares survivants, les pauvres insouciants qui osaient encore se montrer. Et pourtant, parmi eux, il y avait un homme qui se démarquait. Isolé dans son bunker, il avait survécu seul, là où tant d'autres avaient échoué. Et ce bunker-là, il l'avait conçu bien avant que l'apocalypse ne frappe, convaincu que la fin du monde était inévitable. Et même dans cet enfer, l'homme avait trouvé le moyen de se divertir. Son ordinateur, toujours connecté à Internet, se reliait à un monde virtuel moribond qui lui offrait un peu de répit. Sur les forums et réseaux sociaux, il racontait comment il avait prédit 3 ans auparavant l'explosion d'une bombe nucléaire qui aurait tout détruit. Mais j'ai bien peur que vous connaissiez Internet aussi bien que moi. Et son récit était donc loin de susciter la compassion. Bien au contraire, il attirait les railleries. Tout le monde se moquait de lui et le faisait passer pour un menteur. Les gens, même en ce monde dévasté, restaient les mêmes. Moqueurs, incrédules, malveillants. Mais peu importait à cet homme, il avait fait son choix. Il vivrait la vie la plus luxueuse, même s'il était le dernier homme sur Terre. Mais avant de vous raconter son histoire, revenons au tout début. Quand Séoul était encore Séoul. La vie dans cette métropole suivait son cours, les jours se succédaient sans grand bouleversement. Jusqu'à ce jour fatidique où tout bascula. Ce qui commença comme une journée ordinaire se transforma en un cauchemar sans fin. Une bombe fut larguée. Mais pas n'importe quelle bombe. Une bombe nucléaire d'une puissance inimaginable. Elle ravagea tout sur son passage, réduisant la ville à un vaste cratère fumant. Les dégâts étaient si monstrueux qu'Hiroshima et Nagasaki, en comparaison, ressemblaient à des incidents mineurs. Séoul venait de vivre son propre jour de la fin du monde. Les jours suivants furent marqués par un silence écrasant. Les rares survivants erraient hagards à travers les ruines de ce qui avait été une ville prospère. Ce jour-là, gravé à jamais dans leur mémoire, devint le symbole de la fin d'une ère. Mais avant de plonger plus loin dans ce cataclysme, revenons encore une fois en arrière, 3 ans plus tôt cette fois-ci, pour rencontrer un personnage clé de cette histoire. Et oui, je vais bien évidemment parler de notre protagoniste, Gyu Park. Gyu Park n'était pas vraiment un homme ordinaire.
Il était ce qu'on pourrait appeler communément un sceptique, mais d'une manière vraiment extrême. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours cherché à prédire la fin du monde. De faux prophètes annonçaient des dates fatidiques, des lanceurs d'alerte criaient à l'apocalypse imminente. Et Park Gyu avait entendu ces rumeurs qui se répandaient comme une traînée de poudre à l'époque. Et comme beaucoup, il n'y croyait pas vraiment. Sauf que quelque chose cette fois-ci, il sait pas pourquoi, mais ça faisait écho en lui. Et concernant ce genre d'annonce, depuis la nuit des temps, deux types de personnes se préparaient sérieusement à cette éventualité. Comme on pourrait s'en douter, les ultra riches pour qui dépenser des millions n'était qu'un passe-temps, et ceux qui, comme Park Gyu, étaient convaincus que la fin était proche au point de vendre tout ce qu'ils possédaient. Park Gyu vendit alors tout ce qu'il avait accumulé depuis le début de sa vie. Chaque objet, chaque miette de son passé fut échangé contre de l'argent. De l'argent qu'il investit dans un seul et unique but, survivre à l'apocalypse. Mais pour cela, il devait tout d'abord trouver l'endroit parfait pour construire son bunker. La recherche du lieu idéal devint une obsession. Et il y avait alors 3 critères essentiels. Premièrement, l'endroit devait être isolé, loin des regards et des passagers fréquents. Mais malgré tout, il devait quand même rester connecté à une ville, pour ne pas être totalement coupé du monde. Deuxièmement, il fallait que ce lieu offre un avantage stratégique en cas de besoin de défense. Un terrain favorable qui pourrait lui donner l'avantage dans un monde où chaque ressource serait disputée. Et enfin, le prix. Park Gyu était loin d'être riche. Il devait donc trouver un endroit abordable pour conserver suffisamment de fonds pour les imprévus. C'est ainsi qu'il choisit une forêt reculée à distance raisonnable de Séoul. Suffisamment éloigné pour garantir sa discrétion, mais encore accessible. Et pour Park Gyu qui avait déjà quitté son emploi, il n'était pas question de rester chômeur. Il avait besoin d'une source de revenus régulière. C'est à ce moment-là qu'il rencontra un vieil homme, Monsieur Kim. Lui également vivait non loin de la forêt. Kim lui apprit les rudiments de l'agriculture, une compétence essentielle pour un monde où les ressources se feraient rares. Et en échange, Park Gyu lui apporterait son aide. Parallèlement, il entreprit la construction de son bunker. Il était évident qu'une tâche d'une telle envergure ne pouvait être accomplie seule. Il recrutera donc une petite équipe pour l'aider. Au départ, ses nouveaux compagnons étaient sceptiques, peu enclins à travailler avec un homme qui semblait préparer un projet aussi insensé. Mais au fil du temps, alors que Park Gyu partageait sa vision et que les liens se resserraient, leur résistance s'affaiblit. Ensemble, ils commencèrent à bâtir ce qui deviendrait l'un des rares refuges face à l'enfer qui approchait. Sauf que Monsieur Kim, qui était toujours près des lieux, était loin de les faciliter dans leurs tâches. Lui, ça le dérangeait énormément qu'il fasse d'aussi gros travaux près de sa résidence. Et à vrai dire, l'équipe ne comprenait pas trop son comportement. Franchement, il avait vraiment un caractère de cochon. Et au fil du temps, c'était loin de s'améliorer, si bien que les travailleurs étaient prêts à utiliser la force contre lui. Il les ralentissait bien trop dans leur travail. Mais bon, Park Gyu, il calma la situation. Il dit à ses camarades que si ça continuait ainsi pendant encore quelques temps, il s'occuperait lui-même de Monsieur Kim. À vrai dire, Park Gyu, c'est loin d'être quelqu'un de très noble. Mais en fait, il avait vu quelque chose il y a quelque temps. Alors qu'il rentrait chez lui près de la résidence de Monsieur Kim, il y avait quelqu'un qui venait de la ville. Un homme au costume, accompagné de sa femme, qui était en train de gueuler sur Monsieur Kim. Il lui demandait désespérément de lui donner les terres. Il restait terriblement silencieux face à cet homme qui était en réalité son fils. Son fils était venu se plaindre car leur père avait donné des terres exceptionnelles à sa fille, mais à lui, rien du tout. Il commença même à être violent envers lui. Son fils dit qu'il peut venir vivre avec lui, mais qu'il lâche cette foutue terre. Il jeta même Monsieur Kim contre le sol. Quand il a vu ça, Park Gyu ne pouvait pas laisser passer. Alors que le fils était prêt à battre son père, Park Gyu l'interrompit. Il semblait bien que Monsieur Kim était décidé à ne pas lâcher ses terres. Il vaudrait mieux donc pour lui de partir. Le fils était loin d'être ravi. En tout cas, il a encore une fois menacé son père de lui donner ses terres avant de mourir. Il lui dit bien que sinon, il va brûler sa résidence. Et sur ce, il s'en va.
Park Gyu était là en train d'observer le désespoir dans les yeux de Monsieur Kim. Il s'installa alors avec lui et commencèrent à discuter. Monsieur Kim demandait à Park Gyu s'il avait encore ses parents. Mais on apprend que notre protagoniste les a perdus dans un accident. Il n'empêche que Park Gyu était quand même assez curieux de savoir pourquoi Monsieur Kim voulait à tout prix rester ici. Monsieur Kim resta silencieux. Il disait que les terres qu'il a données à sa fille, elles étaient similaires à celles-ci fut un temps. C'est donc pour cette raison-là qu'il refuse catégoriquement que les travaux avancent. Et au même moment, des souvenirs refont surface chez Monsieur Kim. Il se rappelle du bon vieux temps, avec sa femme, installée au même endroit. Presque en pleurs, Monsieur Kim dit qu'il ne peut pas laisser cet endroit. Il ne peut pas l'abandonner. Quoi qu'il en soit, il se fait tard. Il est vrai que Park Gyu n'avait pas tout compris ce qui s'était passé ce soir-là. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour-là, étrangement, Monsieur Kim n'interférait plus avec les travaux. Cette petite conversation avait eu donc un effet monstre sur lui. Au fil des jours, les travaux avançaient bien plus vite que prévu désormais. Que ce soit concernant la route qu'ils étaient en train de créer ou même l'agriculture. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ce qui devait arriver arriva. Le jour de la destruction. Les alertes de la fin du monde ont résonné partout dans Séoul. C'en était définitivement fini d'eux. Et alors que Park Gyu restait malgré tout de marbre face à cette situation, Monsieur Kim vint à lui. Il voulait savoir où était son fils. Il vivait à Séoul. Il doit le localiser. Et bien que Monsieur Kim était venu à son bunker, Park Gyu était obligé de lui dire la réalité. Malheureusement, s'il vivait à Séoul sans aucune protection, à l'heure qu'il est, il n'est plus parmi nous. C'était un choc terrible pour Monsieur Kim. Mais malgré tout, Park Gyu ne va pas le laisser comme ça. Il lui annonce qu'il y aura certainement une prochaine attaque dans les jours qui suivent. C'est dangereux à l'extérieur. Il ferait mieux de venir s'installer avec lui. Mais pour Monsieur Kim, c'était inenvisageable. Il ne pouvait pas abandonner toute sa maison, tous ses souvenirs, toute sa famille. Et tout ça a commencé sans crier gare. Et même Park Gyu, qui était tranquillement posé dans son bunker, reçut un appel. C'était un des membres de son équipe qui avait commencé avec lui à faire les travaux. Évidemment, il savait très bien que Park Gyu avait un bunker. Et Park Gyu ne prit pas trop de temps à le reconnaître. Il avait bien évidemment des caméras installées devant chez lui. Et il comprit assez rapidement. Tous ceux qui ne sont pas encore morts, et tous ceux qui peinent à survivre, sont désormais des ennemis. Justement, le travailleur arriva devant chez lui avec une hache à la main. À son tour, Park Gyu alla le rencontrer, et il était loin de lui souhaiter la bienvenue de manière cordiale. Lui aussi était armé. Mais avant tout, revenons quelques temps plus tôt, à savoir 852 jours avant le début de l'apocalypse. À cette époque, Monsieur Kim et Park Gyu travaillaient encore ensemble. Ils étaient justement en train de chasser, et Monsieur Kim était assez surpris des talents de Park Gyu. Il avait réussi à attraper un sanglier sans même d'arme à feu. Pendant que Monsieur Kim, lui, avait un fusil de chasse. Assez rapidement, Park Gyu avait compris que Monsieur Kim faisait partie des forces de défense spéciales à l'époque. C'est donc comme ça qu'il a ce fusil assez intéressant. Mais bien évidemment, Park Gyu sait très bien qu'il ne peut pas se contenter d'un simple fusil de chasse comme ça. C'est pour ça qu'il avait fait en sorte de toujours garder un œil posé sur la plus proche base militaire. Et dans cette base aérienne, il y avait des Américains et des Coréens. Et apparemment, il y aurait même des chasseurs qui seraient stationnés dans cette base. Pour lui, c'est l'endroit parfait pour récupérer des armes. Bien évidemment, en cas d'apocalypse, il va pas simplement entrer dans une base militaire. En réalité, son plan était assez simple. Si demain une bombe nucléaire éclate, il pourra simplement aller, une fois que toute la fumée s'est dissipée, dans la base militaire. Il suffira juste de bien s'équiper et il pourra récupérer des armes autant qu'il le souhaite. Ça sera évidemment un peu risqué, donc il va devoir attendre sa chance bien prudemment, mais c'était pour l'instant le meilleur plan qu'il avait en tête. Sauf qu'en parallèle, il a reçu une offre dont il s'attendait vraiment pas. C'était justement un de ses employés qui lui a demandé s'il avait des armes. Celui qui avait fait cette proposition s'appelait Wang Su. Wang Su explique qu'il y avait beaucoup de personnes comme Park Gyu en Chine, et à l'époque, il faisait partie de la mafia chinoise. Wang Su explique que bien évidemment, de nos jours, ces informations restent secrètes, mais à cause d'attaques, il y a forcément eu des millions de personnes qui étaient mortes.
Du coup, plein de gens commençaient à se créer des bunkers. Et forcément, en parallèle, il y a des petits revendeurs d'armes. Et il se pourrait bien que Wang-Soo en connaisse certains. En tout cas, Park Gyu ne va clairement pas laisser passer cette occasion. Il lui dit qu'une fois que la construction sera finie, il sera ravi de faire affaire avec lui. Et justement, le jour de la transaction. Avant ça, Park Gyu avait évidemment fait une investigation sur lui. Wang-Soo n'était apparemment dans aucun gang. Mais grâce à ses connexions, il était capable de faire passer quelques marchandises, disons. Après, pour Park Gyu, ça changeait pas grand chose. Tant que c'était pas un guet-apens, tout lui irait parfaitement. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était des armes. Au fil de la discussion, Park Gyu a appris que Wang-Soo avait une fille. À l'heure qu'il est, elle avait 7 ans, sauf qu'ils étaient interrompus dans leur discussion par la marchandise qui était arrivée. Quand Park Gyu prit les armes en main, il a remarqué assez rapidement que Wang-Soo était pas là pour rigoler. Ces armes-là, c'était du sérieux. Une fois la transaction faite, Wang-Soo avait l'air un peu plus menaçant que d'habitude. C'est vrai que maintenant qu'il y pense, Wang-Soo demande à Park Gyu s'il compte vivre ici seul. Ça fait beaucoup de place pour une seule personne. Ouais, effectivement, mais bon, Park Gyu répond qu'il va quand même vivre ici solo pour l'instant. Est-ce que ça pose un problème? Bien évidemment, Park Gyu s'était préparé à toute éventualité. Il était encore une fois armé et s'apprêtait à attaquer s'il y avait le moindre problème. Mais Wang-Soo reprend son air habituel, il dit qu'il y a aucun souci. En plus, il aura besoin de place s'il invite des gens, donc c'est quelqu'un d'assez sociable. Enfin bon, la discussion continue et Wang-Soo dit même qu'il va certainement partir d'ici là. Park Gyu, par politesse, lui propose même de venir un jour s'il veut avec sa fille, mais Wang-Soo décline l'offre. Il dit qu'une fois qu'il aura récupéré sa fille, il posera probablement plus jamais les pieds à Séoul. Ok, très bien, ça lui va comme ça également. Et à ce moment-là, Wang-Soo avait l'air plutôt honnête. Du moins, Park Gyu n'avait pas l'impression qu'il mentait. Sauf que maintenant, le voilà en face de chez lui, armé. Bien évidemment, depuis l'apocalypse, tout le monde se doute qu'ils vont avoir besoin d'armes et d'endroits pour se protéger. Park Gyu se doute bien que venir chez lui était probablement le choix le plus facile à faire. Mais en vrai, Park Gyu, il se dit qu'au moins dans sa malchance, il peut quand même respirer. Au moins, son ennemi est venu seul. Et il doit justement gérer cette affaire rapidement avant que d'autres rappliquent. Sans même s'échanger un mot, les deux commencent à s'attaquer. Wang-Soo est le premier qui frappe avec sa hache. Heureusement, Park Gyu arrive à esquiver. Tout son travail n'a pas servi à rien. À son tour, il contre-attaque à nouveau avec sa hache et vise directement la tête de Wang-Soo. Il a eu de la chance parce qu'il l'a touché du premier coup. Et Park Gyu est bien décidé à ne lui laisser aucune seconde de répit. Directement, alors qu'il est au sol, il continue de l'achever. Wang-Soo ne comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Il se met à parler en chinois. Est-ce que cet homme en face de lui, c'est un soldat de l'armée? Il commence à supplier Park Gyu pour lui laisser la vie sauve. Il est au sol, ensanglanté, en train de demander pitié. Mais toujours aussi froidement, Park Gyu dit qu'il pense pas pouvoir faire ce genre de choses. Et dans tous les cas, même s'il voulait, maintenant c'est déjà trop tard. Il vient de lui trancher la carotide et tout son sang est en train de se vider. Il dit qu'éventuellement, il peut le finir plus rapidement que prévu. Au bout de quelques instants, Wang-Soo se retrouve mort. Mais ça a pas l'air d'affecter plus que ça Park Gyu. Il se demande plutôt s'il y en a d'autres qui arrivent. Justement, il entend le téléphone de Wang-Soo sonner, et quand il le prend en main, c'est en fait sa fille qui venait de l'appeler. Elle demandait à son père de rentrer chez lui. Park Gyu se dit qu'il n'a plus le temps pour ça. Des émotions comme la pitié, dans ce monde-là, elles ne peuvent plus exister. Et du coup, la vie reprend son cours, si on peut dire ça. On se retrouve 29 jours après l'apocalypse, et bien que Park Gyu ait pu récupérer quelques armes, il était loin d'en avoir fini. Il va enfin pouvoir mettre en place son premier plan. Il a malgré tout attendu quasiment un mois pour que les radiations soient à un niveau acceptable, et une fois qu'il arrive enfin sur le site, il y croit pas ses yeux. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de voir. Toutes ces armes-là, totalement intactes. Avec tout ça, il y aurait de quoi armer une armée privée. On dirait bien que son plan était la solution parfaite. Et pendant qu'il est en train de récupérer des armes, Park Gyu se pose malgré tout quelques questions. Qu'est-ce qui se serait passé si Wang-Soo n'avait pas décidé de lui donner cette marchandise? Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas décidé de venir chez lui? Est-ce qu'il aurait pu être réuni avec sa fille? En réalité, certainement pas. Et c'est loin d'être l'heure des lamentations.
De retour au bunker, Park Gyu est en train de suivre un tuto pour comment construire une petite poupée. Ouais, on dirait bien qu'il est grave en train de s'ennuyer. Mais en réalité, il y a quelque chose de assez particulier sur ce tuto. En fait, la vidéo n'a pas été postée avant l'apocalypse, mais après. Cette vidéo, en fait, elle a été uploadée sur une communauté internet qui s'appelle Viva Apocalypse. C'est une communauté qui avait été créée par des gens qui se préparaient justement à l'apocalypse. Et en fait, internet, il marche surtout pour une bonne raison. En fait, c'est grâce à une personne, un businessman assez connu dans la communauté. C'est un mec ultra riche qui a réussi à ouvrir un satellite. Ça s'appelle Galaxy Link et grâce à ça, ils peuvent avoir internet partout sur Terre. Tout ça grâce à ce millionnaire fan d'Apocalypse. En tout cas, Park Gyu, il est bien concentré sur le tuto, hein. Et c'est grâce à ce genre d'innovation que les survivants peuvent interagir entre eux. En tout cas, c'est bon, le tuto est enfin fini. Là voilà, la petite poupée qu'il a créée. Elle est super kawaii, pendant que si on regarde celle de Park Gyu, ouais, je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. Elle est presque terrifiante. Enfin bon, sinon on se retrouve maintenant 365 jours après la fin de l'apocalypse. Ça fait exactement 1 an que cette guerre a commencé. Depuis le temps, les bombes nucléaires et les attaques militaires ont arrêté, mais c'est pas pour autant que c'est fini. Maintenant, il y a de plus en plus de monstres qui ont été découverts à plein d'endroits différents. Et c'est loin d'être des tigres qu'on a l'habitude de voir, hein. Là, on parle d'espèces de pieuvres géantes qui font la taille d'un building. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a complètement perdu le contrôle de la situation. Et le pire, c'est que les problèmes s'intensifient. Parce que bien évidemment, beaucoup de gens sont morts, mais il reste quand même pas mal de réfugiés. Des gens qui ont survécu, mais qui n'ont tout simplement pas de bunker ou d'endroit où se protéger. Et sur la communauté internet, beaucoup de gens discutent de ces personnes-là. Et sur internet, le seul conseil qui est donné à tout le monde, c'est de faire attention. Il faut pas avoir de pitié pour ce genre de personnes-là, parce qu'elles seraient prêtes à vous tuer pour obtenir ne serait-ce qu'1% de ce que vous avez. Et le pire, c'est qu'au fil du temps, ça se fait remarquer. Et ouais, il y a beaucoup de membres qui étaient là régulièrement sur la communauté internet qui commencent à disparaître et à ne plus se connecter pendant de longues périodes. Il semblerait que les réfugiés se mettent à sérieusement attaquer les bunkers. Et les gens sur internet sont vraiment énervés. Ils disent que s'ils en voient un, ils hésiteront pas une seule seconde à leur tirer dans la tête. Au début, ils étaient juste surpris d'en voir encore, mais maintenant, c'est un sentiment de peur et d'énervement qui se fait ressentir. Et Park Gyu se dit qu'en vrai, au vu de la situation actuelle, c'est vraiment normal qu'ils réagissent ainsi. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, sur la communauté internet, il y a un utilisateur qui s'appelle Defender qui a été bloqué. Et pourquoi est-ce qu'un mec est bloqué dans une communauté de survivants pendant une apocalypse ? La raison, elle est simple. Ce mec, la Defender, il était en train de poster des vidéos de lui qui était en train d'assassiner des humains sans aucune pitié. Et le pire, c'est qu'il faisait même pas ça pour le plaisir, hein. Il voulait juste montrer à tout le monde après la guerre que s'il y a quelqu'un qui voulait entrer dans son territoire, voilà ce à quoi il allait s'attendre. Il avait des preuves de tous les meurtres qu'il avait fait. Mais bon, en vrai, quand Park Gyu a commencé à regarder plus précisément les posts de ce Defender sur la communauté, il voit que Defender explique comment est-ce qu'il va descendre dans sa ville maintenant qu'il y a plus grand monde autour de son territoire, et comment il va pourchasser tous les gens qui habitent dans le coin. Ouais, il a beau se donner tous les excuses qu'il veut, ce mec-là est en fait juste addict à tuer. C'est juste un meurtrier sanguinaire. Et il s'en prenait à strictement tout le monde. Et c'était assez facile de le remarquer étant donné que le nombre d'utilisateurs en ligne disparaissait petit à petit. Au bout d'un certain temps, il y a même l'utilisateur préféré de Park Gyu qui est passé offline. Mais oui, vous vous souvenez, c'était le mec qui faisait les tutos pour créer des poupées chez lui. Il lui faisait passer un bon moment, mais apparemment, lui aussi est mort. Et la liste est encore bien longue. Quelque temps après, on se retrouve en hiver, le jour du 395e jour après le début de l'apocalypse. Beaucoup de gens en ligne demandent des nouvelles de leurs amis qu'ils étaient faits sur internet, mais aucune réponse. Actuellement, il y a bien plus de personnes offline que de membres actifs. Les gens sont en train de mourir à petit feu.
Et petit à petit, Park Gyu lui aussi acceptait la situation. Et le pire, c'est que c'est impossible à savoir qui va disparaître le suivant. Bien évidemment, lui compris. Il doit toujours rester vigilant. À l'extérieur, il observe les lieux. Au loin, il voit un groupe de 4 personnes. Et il en reconnaît une en particulier parmi ceux-ci. Cet homme, c'est le chef Hong. Et il est pas seul, il est accompagné des autres qui ont aidé à construire le bunker. On dirait que maintenant, ce sont devenus des assaillants qui essayent de déloger les bunkers des gens. Et on dirait que cette fois-ci, le prochain sur la liste, c'est Park Gyu. Ah là là, même après tout ce temps, ils l'ont pas oublié. Ça le fait bien sourire. Alors comme ça, ils veulent venir lui rendre visite. Le moins qu'ils puissent dire, c'est qu'il va les accueillir en bonne et due forme. Il va dans un de ses casiers et sort toutes les armes qu'il a. Mais il a l'air de choisir son arme fétiche. La fameuse hache avec laquelle il a déjà tué un de ses anciens collaborateurs. Park Gyu se dit qu'il va les attendre dans le noir. Au bout d'un certain temps, le groupe de 4 est enfin arrivé. Il se demande si c'était vraiment là, mais le chef en est sûr. Sauf que quand ils arrivent devant le bunker, ils trouvent les portes déjà ouvertes. Le chef dit de faire attention, c'est sûrement un piège. Mais ils ont pas le choix, ils entrent quand même, et dans tous les cas, ils sont armés. Une fois arrivés à l'intérieur, ils voient des boîtes de cigarettes. Mais ils ressentent quand même qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça a l'air d'être un piège. Est-ce qu'il y a des odeurs bizarres malgré tout? Mais non, ils sentent rien. Mais c'est pas grave, le chef leur dit de malgré tout rester vigilants, qu'ils gardent leur bouclier devant eux. Ah ouais, devant eux, ça va pas trop aider, parce que Park Gyu, il arrive du ciel. Il était caché en l'air et il arrive en donnant un énorme coup de pied aux 2 assaillants. Sans hésitation, il balance sa hache dans l'homme qui avait l'arme à feu. En voilà un de moins. Maintenant, il continue avec le deuxième qui est au sol. Il lui dit d'avoir pitié et de ne pas l'assassiner. Il prie pour sa vie. Mais faut pas oublier que dans ce monde, la peine n'est pas un sentiment à avoir. Il l'élimine alors. À l'extérieur, un 3e homme les a rejoints. Il reste donc 3 assaillants. Sauf qu'ils sont pas stupides, ils ont bien remarqué que leurs 2 amis se sont fait tuer. Ils ne vont pas donc entrer dans la gueule du loup comme les 2 autres l'ont fait. Ils restent à l'extérieur et vont penser à un autre plan. Évidemment, Park Gyu se doutait que ça allait pas être aussi facile que ça. Le chef est quelqu'un d'intelligent. Et justement, le chef dit à ses collègues qu'ils vont passer par la case de ventilation. Au même moment, Park Gyu ferme les portes de son bunker. Le chef sait très bien que c'est la seule et unique entrée. Du coup, s'ils mettent du gaz mortel dans les ventilations, il sera forcé de sortir. Ah ouais, c'est une bonne stratégie. Mais Park Gyu est loin d'être aussi stupide. S'ils veulent jouer à ce jeu de vie ou de mort, Park Gyu est bien décidé à gagner. Et Park Gyu dit que c'est bien dommage pour le chef, mais il y a quelque chose qu'il sait pas. Et ouais, après qu'ils aient fini les travaux, Park Gyu a utilisé toutes ses connaissances et les dernières ressources qu'il avait pour se préparer une porte de sortie. Une porte dont seul lui connaît l'existence. Et justement, il se dirige vers cette sortie-là et se retrouve à l'extérieur. Ça, c'est clairement quelque chose que personne ne peut imaginer à moins de le savoir. Et avec une mitrailleuse en main, Park Gyu est bien décidé à les éliminer. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train de foncer droit vers leur mort. Justement, le groupe de 3 sont juste derrière lui et ils viennent tout juste de découpiller leur grenade. L'homme qui l'avait en main n'a même pas le temps de la lancer qu'il se prend une rafale dans la tête. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le chef regarde son camarade. Il a déjà la tête explosée en morceaux. Le chef met les mains en l'air, il dit qu'il abandonne. Il se rend. Park Gyu demande au chef combien d'assaillants il reste. Le chef dit qu'il est le dernier en vie. Park Gyu ne le croit pas, mais le chef assure qu'ils étaient que 5. Ok. Park Gyu lui dit alors de prendre les corps et de les mettre dans le camion. Sous la menace, le chef s'exécute. Il ramasse les corps de ses 4 camarades et se prépare à partir. Sauf qu'une fois qu'il les pose tous dans le camion, Park Gyu voit quelque chose de surprenant. Il fonce dans la remorque et ramasse quelque chose. C'est celle-là, la fameuse poupée de la vidéo. Park Gyu est fou de rage. Il met un énorme coup au chef. Il lui dit de parler tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait à l'homme qui avait cette poupée? Est-ce qu'il l'a tué? Mais le chef dit que c'est une incompréhension. Il dit qu'ils ont jamais tué personne là-bas. Quand ils sont arrivés, il restait juste un mec. C'était pas eux qui les ont tués. Il était déjà mort quand ils sont arrivés. Park Gyu reste toujours méfiant. Il dit alors au chef de l'emmener au bunker où il a récupéré ça. Évidemment, le chef est forcé d'accepter. Une fois arrivé là-bas, il trouve que c'est bien plus proche que s'il pensait. Ils ont seulement roulé 30 minutes en voiture. Et c'est donc ici que son ami virtuel enregistrait ses vidéos. Et il est effectivement mort, allongé au sol. Il a un sachet sur la tête et sur ce sachet, il y a une étiquette. Sur celle-ci est marqué Defender.
Park Gyu comprend bien assez tôt ce qui s'est passé ici. Il y a quelque temps, l'autre chasseur d'humains était certainement passé par là. Il a dû l'assassiner, et comme toujours, il laisse sa carte de visite. C'est encore une fois lui. Le chasseur d'humains est le responsable. Une fois devant le corps, Park Gyu fait quelques recherches sur internet. Et justement, il retrouve exactement le corps sur le poste de Defender. Il réalise qu'on peut faire bien plus de trouvailles sur un corps mort que ce qu'il ne pensait. On peut savoir la cause de la mort, le temps de quand il est mort, également le type d'arme utilisée. Et au fil du temps, on dirait bien que Park Gyu va devenir un expert en la matière. Avec toutes les morts qu'il a vues et qu'il va voir, il pourra non seulement en tirer beaucoup d'informations, mais également savoir quelle était l'attitude du meurtrier quand il a fait ça. Et pour certains, ça se voit clairement que c'était pas de la self-défense. Ils étaient juste là pour torturer leurs adversaires. En tout cas, le chef qui est toujours là dit que maintenant qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, est-ce qu'il peut s'enfuir ? Mais est-ce qu'il pensait sérieusement que ça allait se passer aussi facilement ? Park Gyu commence à pointer son arme vers lui. Mais le chef dit qu'il a fait tout ce qu'il voulait. Et lui aussi, il a ses raisons personnelles. Il a ses enfants. C'est pour ça qu'il faisait tout ça. Et si lui aussi il meurt, eux aussi vont tous mourir. Park Gyu veut pas ça sur sa conscience quand même. Mais Park Gyu dit qu'il se méprend. Dès le début, il n'avait jamais eu la moindre intention de les laisser vivre. Tous les assaillants qui se trouvent sur cet endroit, il va tous les éliminer jusqu'au bout. Et encore pire s'ils savent où est son endroit de vie. Et cette excuse des enfants là, elle le fait bien rire. C'est trop facile de dire ça maintenant. Plein de sang-froid, Park Gyu a alors éliminé le chef. Et ça fait encore un mort de plus. En tout cas, les jours passent. Au fil des jours, le temps a commencé à se réchauffer. Et quand le soleil tape comme ça, c'est super galère de vivre dans un bunker. Mais au moins, il n'y a plus besoin de se réchauffer ou de devoir trouver du carburant. Il peut juste se poser à l'extérieur et profiter du soleil. Ah, il se dit que c'est enfin ça, la paix. Mais faut pas oublier qu'il y a une règle très importante dans un monde post-apocalyptique. Le moindre moment appréciable va toujours être détruit, anéanti. Parce que justement, quand il était en train de se poser, il voit un drone face à lui qui arrive avec une caméra. Et quand il essaye d'avoir plus d'informations sur ce drone, il trouve quelque chose d'intéressant sur la communauté. Ça vient d'une utilisateur appelée Dongtan Mom, et elle explique justement qu'il y a d'un drone des assaillants qui ne fait que surveiller sa maison. Elle explique que ça commence à la saouler sérieusement. Et si ça continue comme ça, elle menace de tout faire exploser avec les 10 tonnes de TNT qu'elle a chez elle. Elle en profite également pour remercier la communauté pour tous les bons moments qu'elle lui ont fait passer. Mais là, les choses commencent sérieusement à se gâter. Et du coup, grâce à cet unique post, il y a eu plein d'informations qui ont été révélées. Notamment que les assaillants traînent beaucoup dans la zone de Dongtam. Et en plus, il sait également que tous les survivants de la zone de Dongtam en ont bien marre de tout ça. Après, ça importe peu à Park Gyu. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que les armes des assaillants commencent à sérieusement s'améliorer. De une, ils ont déjà forcément beaucoup de comptes sur le forum. Et en plus, les informations qui devraient servir à sauver des gens peuvent finalement les détruire. Et depuis ce jour, les survivants l'ont bien compris. Si tu n'as pas un moyen de te défendre, tu peux déjà te considérer mort. Bien évidemment, beaucoup de survivants se sont dit que ce serait bien de faire une grande communauté dans la vraie vie pour essayer de se protéger entre eux, et beaucoup ont essayé de trouver des contre-attaques contre les assaillants. Par contre, pour Park Gyu, c'est évident que ce genre de choses sont complètement stupides. Lui, il pensait à l'opposé total. Mais même, imaginons que ça marche une fois ou deux, il faut pas oublier que dans la racine de l'humain, il ne pense qu'à lui-même. Au bout d'un moment, il y aura forcément des dérives, c'est certain. Donc essayer de faire équipe avec des inconnus, ça peut être qu'une mauvaise idée dans cette situation. Les conflits armés, c'est la dernière chose à faire. Pour l'instant, la chose la plus importante à faire, c'est rester le plus discret possible. Et pour lui, encore une fois, la zone qu'il a choisie, elle est parfaite. Une terre isolée où les assaillants peuvent difficilement accéder. Et le pire, c'est qu'ils n'ont absolument aucune raison d'être là parce qu'il n'y a évidemment personne à des kilomètres à la ronde. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a plein de chiens qui ont été transformés à cause de cette guerre. Faut pas oublier que le nucléaire a fait beaucoup de mutations chez les êtres vivants. Et donc des monstres hostiles autour de chez lui, il y en a beaucoup. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a même des rumeurs qui circulent actuellement.
Apparemment, dans la ville la plus proche, il y aurait des zombies qui ont commencé à se former. À cause des substances radioactives, il commence à y en avoir de plus en plus sur les corps des morts vivants. Mais apparemment, il y a un survivant qui est en train de les éliminer grâce à son sniper en haut d'une tour. Mais bon, malgré tout ça, Park Gyu n'oublie pas une chose super importante. C'est clair que les forces ennemies, elles ne pourront jamais rester là pour toujours. Au bout d'un moment, il y aura forcément plus de munitions, plus d'armes, etc. Et si les gens continuent à s'entretuer ainsi, ça pourrait arriver bien plus vite que prévu. Justement, si on va voir du côté des assaillants, il y a l'homme avec le drone et la caméra. Il est en train d'observer justement les vidéos de Park Gyu et il se demande bien où est-ce qu'il peut être. Comment est-ce qu'un homme tout seul aurait pu trouver un endroit aussi incroyable? Et quand il regarde l'endroit où il est censé être, c'est pas possible. Les autres assaillants n'y croient pas. Mais l'homme dit que dans tous les cas, il ne peut pas se tromper. Il n'y a pas 1 million de bases militaires dans les kilomètres à la ronde. Mais du coup, s'ils font tout ce chemin, ils ont intérêt à le retrouver. Parce que sinon, ça utiliserait bien trop de ressources. Faut pas oublier que le carburant est loin d'être illimité. Au même moment, l'homme qui continue à observer le drone voit quelqu'un d'autre. Il semblerait que ce soit une femme. Et au vu de son uniforme, ça a l'air d'être une militaire. En plus, il semblerait qu'elle soit américaine. Un des assaillants dit qu'il faut oublier Park Gyu. Leur prochaine cible, ça doit être elle, cette femme. Sauf qu'au même moment, il y a un grand silence. Un espèce de monstre radioactif vient de détruire un des assaillants. Ils n'ont pas fait attention, mais ils se faisaient attaquer. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Quelques-uns des assaillants qui étaient dans la voiture commencent à s'enfuir. Ils abandonnent évidemment leurs camarades. Les mutants continuent de tous les détruire. Ils n'en font à chaque fois qu'une bouchée. Même la voiture qui était en train de s'enfuir a finalement foncé dans un mur. Un des hommes s'est fait transpercer par un poteau. Et l'autre, qui est toujours en vie, regarde par la fenêtre. Et il voit un énorme mutant en face de lui qui n'attend que de le dévorer. Ils ne peuvent rien faire face à ça. Rien si ce n'est attendre d'être dévorés tout cru. Et ces assaillants morts font assez rapidement le tour de la communauté internet. Justement, les survivants sur le site se moquent bien d'eux. Le forum est bien content qu'ils soient morts. Par contre, il n'y a aucun signe de leur corps. C'est sûrement que les chiens les ont bien bouffés. En tout cas, ce post date déjà d'il y a une semaine et on est au jour 458 depuis le début de l'apocalypse. Et depuis le temps, on a quasiment oublié l'existence de Dongtan Mom. Mais justement, au même moment, il commence à reposter un message. Et encore une fois, on dirait qu'il fait juste un post pour attirer l'attention. Comme la première fois, quoi. Encore et toujours des menaces en l'air. Mais cette fois-ci, il dit que c'est pour du vrai. Il explique qu'il est dans un vrai danger. Et au final, apparemment, il vit à Gwangyo et pas à Dongtan. Et il dit qu'il y a des gens devant sa porte. Il menace, si personne vient l'aider, de faire tout exploser avec ses 10 tonnes de TNT. Encore une fois, son poste ne fait aucune vue, personne ne va évidemment l'aider. Et si on va voir du côté de Dongtan Mom, justement, on voit qu'il y a des gens qui ont effectivement ouvert la porte de chez lui. Et au même moment, totalement en pleurs, il fait ce qu'il avait menacé de faire. Il appuie sur la détente et fait exploser tout à des centaines de mètres à la ronde. L'explosion était si énorme que beaucoup de gens l'ont ressenti. Même Defender met un post sur le forum. Il dit que finalement, on dirait bien que la victime de Gwangyo a respecté sa parole. Quand notre protagoniste voit ce message, ça a l'air très intéressant. En fait, il en a un peu rien à faire que la bombe a explosé. Grâce à ça, il peut surtout savoir que Defender habite pas loin de Gwangyo. Il va noter ça pour plus tard, ça lui sera sûrement utile. Pour l'instant, il y a quelque chose de bien plus important qui attire son attention. Et il regarde sur son écran la femme qui est avec le sniper. Il se dit qu'il doit tout d'abord identifier les menaces qui sont proches de lui. Et justement, son drone, il vient de se faire abattre par la femme avec son sniper. Elle a une précision qui est juste monstrueuse. Gyu Park se dit qu'il est temps d'y aller. Il va alors enfin à l'extérieur et va à la rencontre de sa voisine, la fameuse femme au sniper. Une fois qu'il est dans sa zone, elle tire immédiatement sur un zombie qui était proche de notre protagoniste. Assez rapidement, il comprend que cette femme est très dangereuse. Peut-être même plus dangereuse que le Defender. Et en réalité, il vient visiter ce quartier parce qu'il n'a jamais encore interagi avec cette femme.
Au vu de ses cheveux, son uniforme et son arme, elle fait clairement partie de l'armée américaine qui a été déployée en Corée depuis le début de la guerre. Évidemment, quand la guerre a commencé, les États-Unis, qui étaient la puissance mondiale numéro 1 au monde, ils ont commencé à aider le gouvernement coréen. Sauf qu'au fil du temps, la guerre continuait et les États-Unis n'avaient plus les ressources nécessaires pour à la fois aider la Corée et également se protéger dans leur propre pays. Et au final, les États-Unis ont donc retiré leurs troupes de Corée du Sud. Ils ont essayé d'utiliser toutes leurs armes à feu pour éliminer les monstres. Parce que ouais, avec toute cette radioactivité dans l'air, il y a eu des fissures qui ont commencé à se créer et des monstres en sortaient. Et en vrai, le fait que cette femme soit là, ça pose quand même problème à Park Gyu. Parce que c'est sûr que si elle commence à aller récupérer la base militaire qui est pas très loin, il va avoir du mal à la déloger au vu de son talent. Et c'est sûr qu'on contre un militaire surentraîné, faudrait mieux éviter le combat. Mais bon, si elle commence à essayer de récupérer son territoire, il va pas avoir le choix. Il ne laissera personne menacer sa maison. Et sinon actuellement on est au jour 481 depuis le début de l'apocalypse. Évidemment, Park Gyu a pris le moins de risques possible. Il a continué à observer pendant quelques temps pour voir ses habitudes. Au bout d'un certain temps, pendant la nuit, les tirs semblent s'arrêter. Ça doit être maintenant qu'elle va dormir. C'est le temps parfait pour Park Gyu d'aller approcher le building. Mais malheureusement, la porte est barricadée. Du coup, le moyen le plus rapide et silencieux d'accéder, c'est de passer par un autre building qui est à côté. Du coup, il grimpe sur un autre building et il saute entre les deux fenêtres. Heureusement, il arrive à l'atteindre. Maintenant qu'il est dans son building, il doit être sur ses gardes. Il dégaine directement son arme à feu. Il est en territoire ennemi, il doit être le plus vigilant possible. Il avance à chaque fois petit à petit. Il vérifie tous les étages un à un. Il arrive finalement au dernier étage. Pour le moment, il n'y a eu aucune opposition. Mais c'est sûr qu'elle doit être ici. Une fois qu'il ouvre la porte, il voit un sac de couchage en face de lui. Effectivement, elle était bien en train de dormir. Park Gyu se dit qu'il est content d'avoir réussi sa mission comme il le souhaitait. Sauf que pendant qu'il s'approchait d'elle, un son arrive derrière sa tête. C'est la femme, elle lui a tendu une embuscade. En anglais, elle lui a dit de poser son arme. Évidemment, vu la situation dans laquelle il est, Park Gyu n'a pas d'autre choix que d'accepter. Donc elle savait qu'il était en train de venir depuis tout ce temps. Elle continue à lui donner les instructions pour qu'il ne fasse le moindre mouvement possible. Mais Park Gyu a quand même un plan en tête. Au vu du son de sa voix, il a remarqué qu'elle était assez éloignée, mais assez proche pour pouvoir prendre son arme. Et du coup, dès qu'il pose son fusil au sol, il se retourne et récupère l'arme de la femme. Elle essaye de tirer par la même occasion, mais il arrive à se protéger. Désormais, Park Gyu est en face d'elle. Il lui met instantanément des coups de genou. Il sait très bien que physiquement, c'est lui qui a l'avantage. Il a réussi maintenant à la désarmer. Elle est au sol et elle souffre de douleur. Malgré tout, elle essaye de s'échapper, mais Park Gyu ne va pas la laisser faire comme ça. Il écrase alors son dos avec ses bottes. Elle ressent une douleur atroce. Park Gyu dit qu'il est désolé pour tout ça. Au début, il ne comptait pas l'éliminer, mais en faisant le tour des étages, il a remarqué qu'elle avait un stock considérable d'armes à feu. Il dit que c'est sûr que si les assaillants tombent sur ça, ils vont être dans de beaux draps. Mais bon, malgré tout, c'est sa faute, elle avait qu'à être plus vigilante. Au même moment, la femme crie en anglais de ne pas regarder, de fermer ses yeux. Park Gyu ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y aurait un autre ennemi? Il pointe son deuxième pistolet vers la personne qui entre dans la pièce. La femme lui répète de rester à l'extérieur, mais il y a quand même une fille qui vient d'entrer. Et c'est simplement une enfant? Park Gyu est bien surpris. Et cette fille, elle appelle sa mère? Park Gyu a un moment d'inattention. Et la femme en profite instantanément. Elle lui met un coup et arrive à se libérer en récupérant une arme. Ah ouais, alors comme ça elle a encore de la force. Pourtant, Park Gyu pensait l'avoir déjà immobilisée. Il se dit qu'il doit la mettre au sol avant qu'elle commence à faire quelque chose. Mais la femme, au lieu de s'en prendre à lui, elle court directement vers sa fille. Elle la prend dans ses bras. Assez étrange tout ça. Pour Park Gyu, la meilleure solution pour elle aurait été de prendre son arme et d'essayer de lui tirer dessus instantanément. Mais elle a malgré tout choisi d'aller vers sa fille. Il semblerait que cette femme ne soit peut-être pas une tueuse sanguinaire. Et c'est vrai que maintenant qu'il y pense, Park Gyu se dit que cette femme ne comprend pas la langue. Elle est bloquée dans un pays étranger depuis plusieurs mois. Et le pire, c'est qu'elle doit faire face à un monde post-apocalyptique avec sa fille. Tu m'étonnes qu'elle devait tirer sur tout ce qui bouge. Au final, Park Gyu abandonne l'idée de l'assassiner sur le champ. Il commence à essayer à communiquer avec la femme et lui dit que sa terre est non loin d'ici.
Il lui prévient bien évidemment que si elle ose venir vers chez lui, il la tuera instantanément. Tant qu'elle reste ici, il ne lui fera aucun mal. Il semblerait que la femme ait compris ce qu'il essayait de lui dire. Et avant qu'elle ne réponde, la petite fille lui demande s'il a des médicaments. C'est-à-dire des médicaments. La femme révèle alors sa blessure. Elle a une énorme plaie qui a l'air très profonde. Park Gyu comprend enfin pourquoi ses mouvements étaient aussi lents. Il lui donne alors quelques antibiotiques et quelques anti-inflammatoires. Ça devrait l'aider. Mais la femme répond que ce n'est pas ça qu'elle cherche. Elle veut quelque chose de plus fort. Quelque chose comme des drogues dures. Park Gyu lui dit que c'est pas comme ça qu'elle s'en sortira. Peut-être que ça peut l'aider sur le court terme, mais pour le long terme, c'est clairement pas une bonne solution. Du coup, depuis ce jour, pour les aider, il va rencontrer à chaque fois la mère et sa fille pour leur donner des médicaments et un peu de lait. Et Gyu Park, ces derniers temps, il commence à entendre de plus en plus de coups de feu. Il se dit que c'est peut-être pas parce qu'il y a plus d'ennemis, mais plutôt que la femme commence à devenir un peu folle. Et du coup, le seul remède qu'elle a trouvé à sa folie, c'est tirer sur des gens. Ou des morts vivants, c'est comme vous voulez. Et sinon, quelques jours plus tard, en regardant le bâtiment, ils voient un code Morse. C'est la femme qui lui disait de venir. Elle lui donnait un point de rendez-vous, et là-bas, c'est la fille qu'il a rencontrée. Il l'a suivie dans le building, et il a remarqué qu'elle allait plutôt bien. Au final, à la place de drogue, elle a commencé à se rappeler le bon vieux temps avec des trucs typiquement américains. On va dire que c'est toujours mieux que se droguer. En tout cas, la femme dit que son pays lui manque terriblement. La communication avec d'autres humains. Ses amis, sa famille. Mais tout ça, c'est si loin désormais. Elle insiste et demande encore une fois si Park Gyu a des drogues. Mais à nouveau, il répond que quoi qu'il arrive, il ne lui en donnera pas. S'échapper de la réalité, ça va jamais régler ses problèmes. Par contre, il lui dit qu'il peut l'aider pour quelque chose si elle veut régler ses soucis. Il la prévient qu'il va emprunter quelques-unes de ses armes. Justement, on se retrouve quelques jours plus tard et il y a plein d'assaillants qui sont devant la ville. Park Gyu dit qu'il a volontairement choisi un jour de pluie pour attaquer. Étant donné qu'il n'a pas davantage de territoire, au moins il pourra en profiter. Et ouais, parce que la pluie, elle va diminuer la visibilité de ses ennemis. Et dans certaines caisses près des assaillants, il voit même toutes les armes dont la femme lui parlait. C'était à eux qu'elle faisait face. Bon, ils ont certes l'avantage numérique, mais lui, il a des bonnes grosses armes. Il charge alors son lance-roquette et il n'hésite pas une seule seconde avant de tirer dans le tas. Il se dit qu'il doit en éliminer le plus possible dans la première attaque. Au final, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à s'enfuir. Il s'attendait pas à ce qu'il soit autant. Mais c'est pas grave. Maintenant, il prend sa mitrailleuse et commence à tous leur tirer dessus. Il en a déjà éliminé beaucoup, mais il commence à contre-attaquer. Dès qu'il repère sa position, il lui court tous après pour lui tirer dessus. Mais Park Gyu avait déjà préparé son échappatoire. Il s'en va. Tous les assaillants se demandent combien est-ce qu'ils étaient. Un de ses collègues répond qu'il ne peut pas être beaucoup. Et ils doivent se dépêcher, parce qu'ils doivent l'éliminer avant que le soleil se lève. Tout le monde est en panique. Ils courent tous dans tous les sens. En attendant, ils se font éliminer en cachette. Gyu sort maintenant de l'endroit où il s'était réfugié et leur dit que maintenant c'est bien trop tard. C'était bien pensé avant que le soleil se lève. Mais ça ne fera que d'eux des cibles plus faciles. Ah, il se dit qu'il avait bien caillé à attendre tout ce temps-là dans la pluie. Maintenant, il a juste à finir le boulot. Comme toujours, il est de retour avec son arme fétiche, la hache. Et pendant qu'un des assaillants est au sol, terrifié, il se dit qu'il n'a pas le temps pour ça. Il doit juste terminer le boulot et rentrer chez lui le plus vite possible. Il finit alors de les éliminer. Au bout de quelques temps, il est enfin de retour dans son bunker. Et maintenant qu'il avait éliminé tous les assaillants qui se retrouvaient dans ce quartier, il a enfin pu inviter la femme et sa fille dans son endroit. Pendant qu'il était en train de soigner la femme, la petite fille commence à fouiller tous les tiroirs. Autant vous dire que ça lui plaisait pas trop, hein. Après tout ce temps à vivre seul, quelqu'un qui vient foutre ses sales pattes dans ses affaires, ça doit bien foutre la rage. En tout cas, la femme est toujours dans un sale état. Il lui dit qu'il a bien analysé les vidéos, normalement, désormais, elle devrait mieux se sentir. Mais bon, lui-même, il sait que ça va pas partir comme ça. Certes, ses blessures physiques commencent peu à peu à guérir, mais c'est loin d'être le problème principal. Et lui, il est clairement pas là pour régler ses problèmes de cœur. Attends, quoique, il a peut-être une solution. Il va sur le forum Viva Apocalypse et il voit un message intéressant. Il y a le forum qui existe en anglais. Du coup, il lui passe l'ordinateur et il lui dit de regarder ça. En réalité, bien sûr, c'est le site en anglais qui a le plus d'utilisateurs. Sur le site coréen, ils sont bien moins que les anglais. La femme commence alors à demander ce que c'est, elle est assez curieuse.
Elle demande si c'est connecté aux États-Unis. Park Gyu répond qu'effectivement c'est le cas. Elle peut laisser un message si elle le souhaite. Du coup, sous le pseudo de Skeleton, elle envoie un message. Elle était tellement heureuse de pouvoir communiquer avec des gens qu'elle a même mis un smiley. Autant vous dire qu'il ne comprenait rien du tout sur le forum. Comment est-ce que quelqu'un peut être heureux dans cette situation? Enfin bon, le temps a passé et il y a eu le deuxième Noël après l'apocalypse. Sur le forum, il y a même un développeur qui a créé un petit jeu. L'ambiance commence à être de plus en plus paisible. Évidemment, Park Gyu sur le forum, il est loin d'être populaire. Mais il y a d'autres personnes qui le sont bien plus. Comme un certain Defender. Et il remarque que tous les commentaires chez lui, ça parle de meurtre. Au même moment, il est contacté sur son talkie-walkie. Park Gyu répond à Sue. Il lui demande où est sa mère. Et Sue, à savoir la petite fille, répond que sa mère est en train de dormir. Mais elle voulait juste savoir si elle pouvait emprunter son ordinateur pour Noël. Elle aurait bien aimé passer ce moment-là avec les gens des États-Unis. Parce que oui, après tout ce temps, ils sont restés en contact. Bien évidemment, Park Gyu répond qu'il n'y a pas de souci. Sue lui souhaite alors un joyeux Noël. Wow, Park Gyu sourit. Ça doit bien faire depuis le début de l'histoire qu'on n'a pas vu ça. Et au même moment, alors qu'il raccroche, quelqu'un vient d'envoyer un message sur son arbre. Un certain John Lennon. Pour être honnête, il s'attendait vraiment pas à voir ce pseudo. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir quelques années en arrière. Plus précisément 4 ans. Alors même que Park Gyu venait seulement de commencer à construire son bunker. Viva Apocalypse existait déjà à ce moment-là. Et sur ce forum, on pouvait trouver tout type d'informations qui pourraient servir à une apocalypse. Même des trucs illégaux. Du coup, Park Gyu avait payé l'abonnement, mais il a compris assez rapidement qu'en vrai, ça servait un peu à rien. La plupart des gens qui étaient là, c'était un peu des trolls et il n'y avait pas d'informations réellement intéressantes. Il s'est dit que c'est dommage, il aurait pu investir cet argent dans son bunker plutôt que de le jeter par la fenêtre. Et alors qu'il se disait que c'était bon, il n'y avait rien d'intéressant sur ce site, il tombe sur un post assez intéressant. Et l'auteur de ce post, c'est justement John Lennon. Il commence à lire et il trouve beaucoup d'informations qui pourront énormément l'aider pour la création de son bunker. Notamment le type de défense à mettre en place, comment les mettre en place, quel type d'explosifs privilégier pour se défendre, et ainsi de suite. Plus il allait sur le compte de John Lennon, plus il trouvait d'informations exceptionnelles. Et tout ce genre de choses, c'est ce qui l'a aidé à créer le bunker parfait. C'était juste incroyable. Le compte de ce John Lennon était une mine d'or. Et plus il lisait ses posts, plus notre protagoniste se demandait qui était réellement ce type. Surtout que petit à petit, il commençait à être réellement populaire sur le forum. C'était un des seuls qui apportait énormément d'informations très utiles. Un homme qui avait des connaissances dans absolument tous les domaines. Bien évidemment, beaucoup de gens faisaient des théories. Et au bout d'un moment, il a lui-même révélé son identité. Enfin, disons qu'il l'a fait d'une manière bien spécifique au forum. Il a posté sur son compte sa carte de chasseur. Et pour mieux comprendre ce qu'est réellement un chasseur, je vais vous expliquer quelques petites choses. En fait, il y a 10 ans de cela, il y a eu dans différentes parties du monde des fissures qui ont commencé à apparaître. Et de ces étranges phénomènes, des monstres ont commencé à en sortir. Tous les gouvernements du monde entier ont commencé à s'allier pour vaincre ces monstres. Pour les vaincre, des équipes spéciales ont été mises en place. Et ces équipes étaient composées de chasseurs. Des professionnels spécialisés dans la destruction des monstres. Et on voit justement un de ces chasseurs qui nous rappelle vaguement quelqu'un. Je suppose que vous avez évidemment deviné de qui on veut parler. Enfin bon. En ce qui concerne les top chasseurs, leur identité était classée comme secret d'État. C'était des professionnels d'élite qui avaient des qualifications bien au-delà des espérances. Et en vrai, notre protagoniste, quand il observe la carte de John Lennon, il se dit qu'en vrai, il devait pas être si fort que ça. En tout cas, pour les gens lambda, c'est sûr que ça apportait beaucoup de crédibilité à ce qu'il disait. Déjà qu'il avait énormément de connaissances, là, il leur a en plus montré une licence de chasseur qu'on voit généralement que dans les films. Instantanément, c'est devenu une des stars de Viva Apocalypse. Mais bon, forcément, plus t'es populaire, plus t'as de haters. Et les raisons, on s'en fiche, hein. Les haters, ils sont juste là pour hate. Du coup, les gens essayaient d'attaquer sa réputation, etc.
mais il était tellement populaire que personne n'y prêtait réellement attention. Comme d'hab, des gens disaient que c'était fake parce qu'il avait caché sa photo sur sa licence, mais John Lennon n'y voulait pas laisser passer ça. Du coup, il leur a répondu à ses haters. Et il leur a répondu de la façon la plus stupide qui soit. Il a littéralement montré sa tête sur Viva Apocalypse. Personne ne pouvait croire qu'il avait vraiment fait ça. Il est tellement stupide. Évidemment, la communauté l'a retrouvé assez rapidement. Il s'avère qu'au final, c'était un rang D, donc le niveau de chasseur le plus bas. Et forcément, là, sa réputation, elle a pris un coup. Si seulement il avait continué à juste mettre des posts, partager son information, quoi. Mais le pire, c'est qu'il s'est pas arrêté là, hein. Il s'est dit que puisqu'il s'est lancé, autant continuer jusqu'au bout. Il a proposé une réunion offline. C'est-à-dire dans la vraie vie. Ouais. L'approche la plus directe qui soit. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de cette réunion? C'était particulièrement le 600e jour avant le début de l'apocalypse. Toutes les personnes se sont retrouvées dans un restaurant et John Lennon était là, en personne. Évidemment, notre protagoniste était là et ils étaient au total une dizaine de personnes. Bon, ils ont commencé à manger, discuter, etc. Et assez rapidement, les personnes les plus vieilles et les plus riches de la table sont commencées à partir. Comment vous dire que John Lennon, disons que c'est pas le mec avec le plus de bonnes manières. Il a commencé un peu à dégoûter les gens. Au fil de la discussion, il explique qu'il y aura bientôt une guerre. Apparemment, ce sera la Chine qui va la commencer. Il y a beaucoup de conflits internes, etc. Enfin bon. En réalité, pour Park Ji-woo, tout ce que John Lennon disait, c'était des banalités que tout le monde pourrait se douter. Même si on n'était pas des chasseurs, c'était assez facile de savoir ce genre de choses. Et au bout d'un certain temps, il commence à faire les présentations. Mieux vaut tard que jamais, disons. Notre protagoniste dit que son pseudo est Skeleton. Et John Lennon le reconnaît. Il lui demande alors comment se passe la construction de son bunker. Et notre protagoniste dit qu'il y a quelques problèmes. C'est difficile de trouver une entreprise de confiance qui peut lui faire la sécurité dont il a besoin. Et ouais, John Lennon confirme, c'est sûr que c'est super compliqué. Lui-même, il n'a pas d'entreprise en tête. Évidemment, depuis que Park Ji-woo a rencontré ce personnage, il se doutait qu'il allait plus être d'une grande aide. En réalité, on dirait que ce John Lennon n'a aucune compétence ni aucune connexion. Mais juste après ça, John Lennon dit que même si lui il n'en connaît pas personnellement, il peut trouver quelqu'un qui en connaît. Park Ji-woo était assez surpris, il attendait bien de voir ça. Et après un coup de fil passé, il semblerait que John Lennon ait trouvé. Justement, quelques jours plus tard, Park Ji-woo a enfin trouvé l'entreprise qu'il lui fallait. C'est parfait. Du coup, malgré que John Lennon ait fait une très mauvaise première impression, il s'avère qu'au final, il lui a été d'une grande aide. Et au fil du temps, on est déjà à moins 400 jours avant l'apocalypse, les meet-up ont continué. Un des derniers auxquels était Park Ji-woo, il y avait déjà 80 personnes au rendez-vous. Et malheureusement, il a remarqué que plus il y avait de personnes dans les rendez-vous, plus les conversations étaient inutiles. Les gens venaient là juste pour boire et s'amuser. Et justement, au dernier rendez-vous, John Lennon vient voir Park Ji-woo et lui demande s'il peut lui parler seul à seul. Ils vont alors à l'extérieur du restaurant et Park Ji-woo se demande bien ce qu'il lui veut. John Lennon appelle alors Skeleton. Il lui demande alors, est-ce qu'il ne serait pas par hasard un chasseur? John Lennon continue en disant qu'il avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Peut-être sur une mission. Avant de répondre, Park Ji-woo réfléchit. Pendant un instant, il se dit qu'il pourrait facilement esquiver la question. Mais au final, pourquoi pas dire la vérité? Du coup, il commence à répondre qu'effectivement, il est un chasseur, mais il arrête sa phrase entre-temps. En fait, leur conversation a été interrompue par des gens qui étaient sur le côté. Ils ont appelé John Lennon et il n'a même pas pu entendre sa réponse. Les gens sur le côté étaient encore en train de l'appeler pour faire des blagues stupides à leur habitude. Ils ne sont là que pour s'amuser. Au final, John Lennon dit que sa conversation avec Park Ji-woo n'était peut-être pas si importante que ça, et il retourne dans le restaurant. C'était ce jour-là, la dernière fois que Park Ji-woo avait rencontré John Lennon. Mais lui, après ça, il avait continué d'être encore plus populaire. Il a même été introduit en tant que représentant de Viva Apocalypse. Il est passé plusieurs fois à la télé, etc. En fait, en réalité, dès que ça parlait d'Apocalypse, il était proche. Que ce soit à l'école, à l'université, dans des entreprises, il avait réussi à tirer son épingle du jeu dans différents domaines. Et petit à petit, sa popularité n'a fait qu'augmenter.
Au fil du temps, il a commencé à être une personne très riche et il devait tout son succès à Viva Apocalypse. Lui, il se sentait tout puissant. Il savait que tout le monde sur le forum l'admirait et que tout le monde le suivrait peu importe où il irait. Mais on dirait qu'il était encore loin de savoir comment Internet fonctionnait réellement. Et ouais, forcément au bout d'un moment, les recherches ont continué sur lui et la supercherie a été découverte. Il a été traité d'arnaqueur sur tout le forum et les gens ont commencé à le détester. En réalité, il avait tout plagié d'un autre compte. Et une fois que tout le monde avait réalisé que c'était un scammer, il n'avait plus aucun soutien. Tous ceux qui l'admiraient jusqu'à présent commençaient à le détester. On lui crachait dessus sur tout Internet. Toute sa popularité n'a fait que descendre. Les insultes fusaient, ça ne s'arrêtait pas. Au même titre que sa popularité était importante dans le pays en entier, son imposture l'a été également. Et sa fin est approchée assez rapidement. Bah oui, parce que forcément, lui, au lieu de démentir les accusations parce qu'elles étaient vraies, il a juste fait une réponse pleine de rage. Et il ne fallait rien de mieux pour les haters. Le jour de cette réponse enragée, il avait signé son arrêt de mort. Tous les gens ont trouvé ça tellement ridicule qu'ils ont même commencé à l'utiliser comme un mème. Et c'est comme ça que la légende de John Lennon s'est terminée. Bon, maintenant de retour à notre personnage principal. Du coup, ça fait depuis tout ce temps-là qu'il n'avait pas entendu parler de lui. Mais du coup, par Guillou, il se demande vraiment pourquoi est-ce que quelqu'un irait jusqu'à choisir son pseudo sur internet. Bah ouais, c'est sûr qu'il est loin d'être quelqu'un d'admirable. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est en contact avec lui? Est-ce que c'est juste une coïncidence ou c'est peut-être John Lennon lui-même? Notre protagoniste a bien envie d'en avoir le cœur net. Du coup, il va demander qui est la personne qui a envoyé ce message sur son arbre. Il pose la question à un certain Fox Games. Ce Fox Games, c'est un ancien développeur de jeux vidéo et maintenant, il s'est reconverti en hacker. Sauf que Fox Games, il demande à notre protagoniste, à savoir Skeleton, pourquoi est-ce qu'il veut tant savoir. Et à ce moment-là, bien évidemment, notre protagoniste n'est toujours pas au courant. Mais ce petit pic de curiosité, cette petite question, elle va avoir un impact déterminant sur sa vie. Justement, Fox Games, il lui demande s'il a déjà entendu parler d'un pseudo qui s'appelle 180 cm. Bien évidemment, ça dit absolument rien à notre protagoniste. Au même moment, on voit une silhouette avec 2 haches en main. Il nous rappelle vachement quelqu'un. Et sinon, quelque temps après, à la radio est faite une annonce. Le message s'adresse à tous les citoyens encore en vie et ils disent que l'existence de leur nation ne doit pas être oubliée pour autant. Même si cette crise a détruit entièrement leur pays, ils doivent rester soudés. À la radio, ils expliquent également qu'ils ont réussi à remettre en place le comité d'agence nationale de gestion des urgences. Mais bon, honnêtement, ça change pas grand chose à la vie de notre protagoniste. Il sait très bien que même s'ils arrivent à remettre en place tout ce qu'ils veulent, au bout d'un moment, ça va refinir par tomber en ruine. Lui, de son côté, il continue plutôt son plan comme il l'avait prévu. Actuellement, il est justement en train de préparer son sac pour 3 jours. Que ce soit de la nourriture ou de l'eau. Il prend également son arme fétiche, et il se dit que c'est justement le moment parfait pour prendre avantage de la situation. Évidemment, c'était pour cette raison-là qu'il s'était mis proche d'une grande ville au début. Ça va quand même lui prendre un peu de temps étant donné qu'il va se déplacer en vélo, mais dans tous les cas, au final, s'il reste vigilant, ça peut être qu'une bonne chose pour lui. Et bien évidemment, il a bien fait attention à partir de son bunker qu'une fois après avoir éliminé toutes les menaces qui étaient dans la zone. Maintenant, il est enfin temps d'aller revoir à quoi ressemble Séoul. Ça fait presque 1 an et demi depuis l'apocalypse. Et une fois qu'il est de retour dans sa chère ville, il est un peu triste de voir ce que c'est devenu. Il se ressent assez mélancolique après être de retour ici après si longtemps. Il voit toutes les personnes blessées dans les rues et les travailleurs de la ville de Séoul qui sont en train de dégager les débris. Décidément, ils vont en avoir du boulot. Il y a littéralement des piles de corps abattus qui sont en train de s'empiler. Et les agents d'entretien sont là en train de les brûler. Mais bon, notre protagoniste, il est pas là pour ça. Lui, il se dirige directement vers le building où le comité national pour surmonter la crise a été établi. Il entre et il arrive face à la réceptionniste. Ça se voit qu'elle est saoulée, elle lui dit directement que pour les plaintes, c'est le bâtiment d'à côté. Mais lui, je peux vous assurer qu'il est là pour tout sauf se plaindre. Il annonce directement qu'il est là pour voir le directeur Sang-Hoon Lee.
La réceptionniste est assez surprise. Pour confirmer ses dires, Park Gyu sort quelque chose de sa poche. C'est sa licence de chasseur. Il demande alors à la réceptionniste de dire au directeur que c'est Park Gyu qui est là des anciennes forces de militaires. Et actuellement, le bâtiment dans lequel se retrouve notre protagoniste est ceux qui sont responsables de remettre en place le pays. La plupart des membres sont d'anciens soldats de l'armée ou même des chasseurs qui s'en sont reconvertis. Et justement, l'un d'entre eux, c'est le directeur, Sang-Hoon Lee. La réceptionniste, quand elle entend ça, elle dit qu'elle va aller voir si le directeur est disponible. Mais Park Gyu, il se doute que le directeur ne voudra pas le voir. D'ailleurs, lui non plus n'a pas envie de le voir. En réalité, son objectif depuis le début, c'est pas d'aller rencontrer le directeur, non. Il voulait juste distraire la réceptionniste pour qu'il puisse se faufiler et entrer dans le bâtiment. Et dès qu'il s'apprête à se déplacer, il y a quelqu'un qui vient l'interrompre. C'est un soldat qui lui demande s'il peut lui parler un instant. Il commence à lui expliquer que la situation actuelle est très critique, etc. Et que les soldats ont besoin du plus d'aide possible, donc il essaye de recruter des gens. Mais bon, clairement notre protagoniste, il est loin d'être intéressé. Il dit que dans tous les cas, il s'est retiré de la profession. Et il se doute un peu de pourquoi le soldat vient essayer de le recruter. Au vu de la guerre actuelle, avoir des bons soldats, c'est bien plus utile que d'en avoir beaucoup. Ils essayent de chercher des gens qui ont l'air en bonne santé. Et comme Park Gyu l'a observé plus tôt dans les rues, les gens sont presque aux portes de la mort ici. Donc un mec comme Park Gyu qui a l'air en excellente santé, ça les intéresse forcément. Sauf que le soldat, il commence à insister. Il dit qu'il a entendu dire que c'était un chasseur à l'époque. Oh là 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 là, ça commence à être ennuyant cette histoire. Park Gyu demande au soldat qui est-ce qui l'a envoyé. Est-ce que c'est le directeur? Mais le soldat répond que non. C'était en fait le membre d'Aram Kim. Oh, alors comme ça, Daram Kim fait partie du comité? Et ouais, en fait depuis le début, il y avait une caméra au-dessus de sa tête, il était observé. En tout cas, ce nom-là, Daram Kim, c'est vraiment pas un nom qui s'attendait à entendre. Notre protagoniste a alors des souvenirs qui refont surface. Il était justement avec cette fameuse Daram Kim et il lui dit de pas s'en faire. Ils étaient sur le champ de bataille, il lui dit que tout ce qui importe, c'est le résultat. Du coup, notre protagoniste va à sa rencontre. Une fois qu'il arrive en face d'elle, elle dit que ça faisait longtemps, Gyu Park. Et Daram Kim, elle connaît très bien notre protagoniste. Elle dit qu'elle va couper tous les blablas inutiles. Passons directement aux choses sérieuses. Le comité a besoin de lui pour partir dans une chasse aux monstres. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça en fait? Daram Kim était sûr qu'il allait esquiver. Effectivement, mais Park Gyu avait promis qu'il n'allait plus jamais servir ce pays. Daram Kim comprend son point de vue, mais est-ce qu'il peut vraiment dire ça au vu de la situation actuelle? Dans tous les cas, ça ne l'intéresse pas. Park Gyu explique qu'il est parti de ce travail parce qu'il n'avait plus jamais envie de faire ça de sa vie. La femme en face de lui répond que dans tous les cas, c'est une requête de la part du directeur. Ah ouais, alors comme ça, même le directeur s'en mêle. Au fil de la discussion, Daram dit à notre protagoniste qu'elle n'a pas besoin de lui expliquer les détails, évidemment. Elle se doute évidemment qu'il sait aussi bien que ce qui se passe tous les jours. Que ce soit les guerres avec les soldats contre les morts-vivants, tous les monstres qui sont en train de ravager les humains, tout ce genre de choses, il l'a bien trop fréquenté. Il sait parfaitement ce qui se passe. Daram dit qu'elle est désolée de lui rappeler autant de souvenirs. Et sinon, elle lui demande s'il a déjà entendu parler du groupe Tempest. C'est le président qui l'avait mis en place pour s'occuper du problème des monstres. Malheureusement, ils ont clairement pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir venir à bout de ce problème. Daram a également essayé d'envoyer le maximum d'hommes qu'elle pouvait, mais c'était insuffisant. Elle lui demande alors de s'enrôler dans le groupe et ne serait-ce que de faire semblant. S'il fait ça, elle s'assurera qu'il ne soit jamais envoyé en première ligne. Notre protagoniste accepte d'une certaine façon. Il la regarde alors droit dans les yeux et il remarque qu'elle n'a jamais changé. Son regard est toujours le même, malgré tous les nouveaux événements qui ont eu lieu. Pendant ce temps, il y a du grabuge dans la communauté. En fait, les gens veulent savoir sur internet qu'est-ce qu'une des plus grandes familles les plus riches de Corée va décider de faire de leur argent. Et ils ont trouvé la réponse bien assez tôt. Ils ont décidé d'utiliser toute la richesse qu'ils ont créée sur des générations pour vivre une vie paisible. Ils ont créé une espèce d'écosystème privé où seuls eux et leurs proches pourront vivre. Gyu Park est super surpris de voir ce qu'on peut faire avec autant d'argent, même en temps d'apocalypse. Et en vrai, la plupart des familles, elles ont toutes fait ça. Tant qu'ils ont suffisamment d'argent, ils peuvent protéger tous leurs proches. Mais il s'avère qu'il y a d'autres riches qui n'ont pas décidé d'utiliser leur argent pour leur propre bien.
Et un des exemples est le président du groupe Tempest. Justement, en ce qui concerne Tempest, notre héros va devoir aller travailler avec eux dans exactement un mois. Actuellement, Park Gyu est justement en train de se rendre à leur siège. Là-bas, quand il entre dans la salle, il voit tout le comité qui est assis. Le président ne prend même pas le temps de se retourner quand il entre dans la pièce. Un homme vient justement à la rencontre de Park Gyu et il lui demande de lui donner ses informations. Il lui pose beaucoup de questions concernant son rang de hunter. Park Gyu fait semblant, il dit que dans tous les cas, c'est qu'un simple chasseur de randée, il n'est pas très fort. En réalité, il invente tout. Il sait très bien que la plupart de ses exploits ont été effacés, et dans tous les cas, il va agir comme Daram lui avait dit de faire. Être le plus invisible possible. Ne pas attirer l'attention. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire son travail et rentrer chez lui. Mais bon, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas drôle si tout se passe selon les plans. Du coup, justement, au même moment, il y a une femme qui arrive et qui vient parler à notre protagoniste. Elle commence à lui expliquer la situation et elle raconte que son père est bloqué dans une entreprise non loin d'ici. Sauf que malheureusement, il y a des morts vivants tout autour. Et elle a entendu dire que c'est un chasseur. Peut-être que lui pourrait le sauver. En tout cas, s'il arrive à ramener son père sain et sauf, elle lui promet qu'elle le repayera de toutes les manières possibles. Sauf qu'au même moment, le responsable de Park Gyu l'appelle. Il lui dit qu'il est temps de partir. En partant, notre protagoniste répond à la femme que les chasseurs ne sont pas invincibles après tout. Eux aussi, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Malgré tout, il dit qu'il essaiera de faire du mieux qu'il peut. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il va être en capacité de sauver le père de cette jeune femme ? Mais surtout, plus généralement, comment est-ce que l'apocalypse va évoluer maintenant que les monstres sont omniprésents? J'ai bien l'impression que les affrontements, ils vont beaucoup évoluer. Eh ben écoutez, je suis désolé, mais toutes ces réponses-là, vous les aurez dans le prochain épisode, et ouais. Mais attendez, parce que pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez savoir la suite dès maintenant. Et ouais, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans la description et cliquer sur le lien du Patreon. Oui, il est enfin de retour. Il y en a pas mal parmi vous qui m'avaient envoyé des messages à ce propos, et c'est bon, je peux enfin vous répondre. Et ouais, je suis vraiment désolé, mais j'ai dû forcément le mettre en pause étant donné que je faisais plus de vidéos. Et je dois vous avouer qu'avec le peu de temps dont je disposais, c'était quasi impossible de suivre le rythme. Mais maintenant, je me suis bien entouré, j'ai une belle équipe à mes côtés, et normalement, on s'est dit tous ensemble que ça devrait le faire. Et surtout, je vais pas vous mentir, pour moi c'est un soutien financier énorme pour m'aider à payer toute l'équipe qui m'aide à produire les vidéos. Pendant ces vacances encore ça allait, mais je sais qu'une fois que l'année scolaire va reprendre, je vais avoir comme l'an passé bien moins de temps disponible, et donc je vais encore plus solliciter mon équipe. Du coup merci infiniment déjà à tous ceux qui s'étaient déjà abonnés sur Patreon jusqu'à présent, et encore plus à tous ceux qui s'abonneront à l'avenir. Et pour tous les nouveaux qui savent pas exactement en quoi le Patreon consiste, en gros c'est simple. Normalement, je dis bien normalement, mais ça devrait être le cas à chaque fois, à toutes les nouvelles vidéos que je sors sur YouTube, la suite est déjà disponible sur Patreon au moment même où la vidéo est postée sur YouTube. Ça veut dire que quand vous regardez la partie 1, vous pouvez instantanément regarder la partie 2. Bien évidemment, ceux qui resteront uniquement sur YouTube, ne vous en faites pas. Toutes les vidéos resteront évidemment gratuites. Il faudra juste attendre quelques semaines de plus au maximum pour avoir les suites des séries que vous aimez tant. Et je veux bien insister sur ce point-là, c'est en aucun cas une obligation de s'inscrire, c'est juste une option en plus pour ceux qui veulent me soutenir ou ceux qui sont tellement pressés qu'ils sont pas capables d'attendre quelques semaines pour avoir les suites. Du coup, si tout se passe bien à partir d'aujourd'hui, et ouais, cette vidéo-là, elle est inclue. Et pour toutes mes prochaines vidéos, la suite sera déjà disponible sur Patreon le jour de la sortie de la vidéo sur YouTube. Du coup, pour les plus intéressés, encore une fois, le lien est dans la description. Et encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonneront, c'est un soutien encore une fois énorme. Et pour tous ceux qui n'ont pas les fonds nécessaires ou qui n'ont simplement pas envie de s'abonner aussi, je vous oublie pas, hein, merci à vous également. Et d'ailleurs, étant donné que vous êtes resté jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Allez, ça me fait plaisir. Petit extrait de la partie 2 de cette vidéo qui est déjà disponible sur Patreon. Par contre, je vous en donne pas trop, hein. Ouais, faut pas abuser. Ceux qui me soutiennent financièrement, ils méritent quand même quelque chose en plus, quoi. Bref, je vous laisse avec le début de la partie 2. Et sur ce, je vous dis à tout de suite sur Patreon ou à très bientôt sur YouTube.
Une fois arrivé à l'entreprise, il remarque qu'ils ont vraiment de l'équipement exceptionnel. Ça ressemble donc à ça quand un ultra riche décide d'utiliser son argent. Au même moment, un nouveau personnage apparaît. Il se présente en tant que Sang-Min Park. C'est un ancien chasseur et c'est le membre du congrès qui supervisera l'opération. Et justement, lorsqu'il explique leur plan, il dit qu'ils vont déployer toutes leurs troupes d'un coup. Il y a réfléchi et son plan est rondement bien mené. Techniquement, selon lui, ça ne devrait durer qu'un mois. Il se dit qu'une fois qu'il aura rassemblé tous les ennemis au même endroit, ils pourront détruire les zombies grâce à leurs tanks. Le président du groupe Tempest est là lui aussi, Pung Ho-jae. Il dit que si l'opération est aussi courte que ça devrait aller. Maintenant, Sang-Min demande l'avis aux chasseurs. Est-ce que le plan leur convient? Les autres restent silencieux, mais il y a juste Park Gyu qui lève la main et qui dit qu'il est bien à côté de la plaque. Il commence à expliquer tous les points faibles qu'il y a dans son plan. Pour lui, il devrait mettre en place une autre stratégie. En vrai, lui, il s'en fout que le plan actuel marche ou pas. S'ils ont des ennuis à l'avenir, ce sera pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ne pas être responsable pour l'échec de celui-ci. En tout cas, il est clairement en train de détruire le plan de Sang-Min et ça l'irrite bien comme il faut. Il commence à être sérieusement énervé. Mais bon, Park Gyu, lui, il en a strictement rien à faire, hein. Il peut crier autant qu'il veut. De toute façon, toute cette opération-là, il s'en fout, lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est le père de la femme qu'il avait rencontré précédemment. Il a vu son badge, c'est le nom, il l'a reconnu. C'est cet homme-là qu'il va devoir sauver. Et justement, il se dirige distraitement vers cet homme et lui dit de fuir quand le signal est lancé. Il lui explique qu'il a reçu un ordre de sa fille et ce serait un peu stupide de mourir inutilement comme ça.